échanges et conflits dans le monde méditerranéen du 7e au 15e siècle. Si j'ai choisi ce sujet, c'est tout d'abord pour une raison indispensable, nécessaire, c'est que vous verrez que dans votre programme de 3e secondaire, 3e année, il y a un chapitre qui s'intitule « La Méditerranée au Moyen-Âge, rencontre de 3 civilisations ». Et c'est donc dans ce cadre-là que je vous expose le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est la première raison, la plus pratique, je dirais. Ensuite, deuxième élément, depuis 3 ans, depuis le printemps arabe, nos yeux se sont orientés vers le sud de la Méditerranée. Donc on regarde un peu plus qu'avant ce qui se passe au sud de la Méditerranée. Il y a eu successivement un printemps arabe en 2011, donc en Tunisie, qui était suivi par un autre printemps arabe en Égypte, et il y a eu aussi la révolution en Libye. Autrement dit, on s'est rendu compte que, je parle dans l'opinion publique, je ne parle pas dans le point de vue des gouvernements, que le sud de la Méditerranée avait un intérêt géostratégique évident qui est lié à la présence de gaz et de pétrole. Et c'est essentiellement en rapport avec ces 2 sources d'énergie que nos gouvernements ont réagi, bien entendu. Même si, officiellement, on a évoqué le sujet du point de vue politique pour défendre la démocratie. Et ça, comme vous le savez, on a toujours besoin d'arguments de ce type pour légitimer des actions militaires, en tout cas celle de Libye. Ensuite, il y a, depuis plusieurs années maintenant, le conflit, la guerre civile en Syrie, qui a fait déjà plus de 100 000 morts. Je ne suis pas le décompte des morts au jour le jour, ce serait macabre, mais en tout cas, on a dépassé très largement les 100 000 morts aujourd'hui. Donc, ne fût-ce que pour ces raisons-là, et bien entendu, j'oublie peut-être le principal, c'est ce conflit qui dure déjà depuis maintenant plus de 60 ans, c'est le conflit israélo-palestinien, qui est une poudrière, c'est un problème qui n'est toujours pas résolu, pour des raisons multiples que je ne vais pas évoquer ici, parce que ça m'éloignerait du sujet du jour. Vous savez aussi que Sarkozy, peu de temps avant de quitter la présidence en 2012, avait lancé l'idée d'une fédération des États de la Méditerranée et d'un partenariat privilégié entre la France et les États de la Méditerranée, et pensait en particulier aux États d'Afrique du Nord. Voilà, donc tout ce que je viens de vous exposer explique le sujet du jour, tant pour des raisons de programme que pour des raisons d'actualité. Enfin, maintenant, comme toujours dans une introduction, il s'agit d'expliquer le titre lui-même. Vous voyez que ce titre s'est voulu, comment dirais-je, neutre d'une certaine manière, puisqu'il cherche à faire un bilan des échanges positifs et des conflits entre différentes civilisations, différents États en Méditerranée. Ensuite, 7e et 15e siècle. Pourquoi 7e siècle? C'est le moment où apparaît l'islam. Je vous rappelle que Mahomet décède en 632. Et pourquoi 15e siècle? Parce que c'est au milieu du 15e siècle, en 1453, que Constantinople est prise par les Turcs ottomans. Donc ça justifie évidemment mon terminus acta. Donc, rang 1, introduction, où je justifie donc d'une part
le choix du sujet, et ensuite, je justifie également la nature, l'objet du thème d'aujourd'hui, ainsi que les dates qui servent de point de départ et de point d'arrivée. Grand 2 maintenant. On va développer le sujet. Je vais successivement aborder 4 points. Tout d'abord, l'aspect commercial, ensuite, l'aspect conflictuel sur le plan militaire, autrement dit, je vais parler des croisades. Dans un troisième temps, je vais voir quelles sont les convergences et surtout les divergences qui vont apparaître entre, d'une part, le christianisme latin et le christianisme grec, autrement dit, entre ce qui va devenir le catholicisme et d'autre part l'orthodoxie. Et enfin, dans un quatrième temps, je vais aborder le problème des relations culturelles entre ces 3 civilisations que sont d'une part Byzance, la chrétienté latine et enfin l'islam. Et en conclusion, nous allons donc tirer un bilan, je dirais un petit peu comme on tient un bilan en termes de comptabilité avec 2 colonnes, les aspects positifs et les aspects conflictuels de cette rencontre entre ces 3 grandes civilisations, qui étaient 3 au départ de la période que nous étudions, au 7e siècle, et qui ne seront plus que 2 à partir de la deuxième moitié du 15e siècle, puisque l'Empire byzantin disparaît. Alors, nous abordons, comme je l'annonçais il y a un instant, tout d'abord les relations commerciales. Donc, on est dans le secteur de l'économie. Le commerce. Alors, le commerce, à partir du 7e siècle jusqu'au 15e siècle, va être modifié au cours de son évolution par la présence des Arabes dans le bassin oriental de la Méditerranée, et puis par la présence des Italiens à partir de la fin du Xe siècle. Alors, on va d'abord voir ce qui s'est passé au Haut Moyen-Âge. Le Haut Moyen-Âge, c'est donc cette période qui précède en gros l'an 1000 et qui débute à la fin de l'Empire romain, mais je vous ai dit que mon point de départ aujourd'hui n'est pas la fin de l'Empire romain, mais est plutôt l'arrivée de cette nouvelle puissance religieuse, mais surtout politique et militaire que constitue l'islam à partir du début du premier tiers du 7e siècle de notre ère. Donc je vais considérer cette période de plus ou moins 4 siècles dans un premier temps. Donc en gros, du premier tiers du 7e siècle jusqu'à la fin du Xe siècle. C'est ça qu'on appelle donc le Haut Moyen-Âge, en l'occurrence pour mon propos d'aujourd'hui. Alors, il va y avoir, bien avant les croisades, un conflit entre d'une part les Arabes, qui sont en pleine progression, et d'autre part les Byzantins. Je vais vous montrer la ligne du temps en partant du bas. Alors, vous allez voir tout d'abord qu'entre 673 et 678, entre ces 2 dates, pendant 5 ans, les Arabes assiègent Constantinople sans la prendre. Une cinquantaine d'années plus tard, entre 717 et 718, rebelote,
les Arabes assiègent pour la seconde fois Constantinople sans la prendre. En 827, je n'ai noté que quelques dates pour ne pas encombrer le tableau. En 827, les Arabes prennent la Crète et la Sicile. En 961, les Byzantins reprennent la Crète. Voilà, sur le plan conflictuel et avant les croisades, parce que les croisades ne débutent qu'à la fin du XIe siècle, ce qui oppose donc les Byzantins d'une part et les Arabes d'autre part. Donc ce sont les Arabes qui sont dans une situation offensive et les Byzantins qui sont sur la défensive. Et en 961, on peut dire que la mer Égée et en tout cas la mer Noire sont entre les mains des Byzantins. Donc on peut parler à ce moment-là vraiment de thalassocratie byzantine. Thalassocratie, c'est un mot qui vient de deux mots grecs qui signifie on a le pouvoir sur la mer. Ça va? Ça veut dire que c'est un État qui est organisé autour d'une ou de plusieurs mers. Ça, c'est pour le Haut Moyen-Âge. Donc, il n'y a pas, si je puis dire, de rupture du commerce dans le bassin oriental de la Méditerranée à ce moment-là, contrairement à la thèse que Henri Pirenne, que j'ai eu l'occasion de vous citer la semaine passée, prétendait. Lui, il expliquait que c'était des raisons principalement d'insécurité qui avaient fait qu'au 7e siècle, la Méditerranée, plutôt les deux rives de la Méditerranée, sont coupées. Or, je vous ai expliqué la semaine passée, lorsque nous avons étudié le chapitre sur l'économie à l'époque mérovingienne, que ce qui explique la diminution du commerce en Méditerranée à cette époque-là, ce n'est pas la présence de navires musulmans ou la présence d'une autre religion sur la rive sud et orientale de la Méditerranée. En fait, c'est essentiellement la réduction de la demande des classes supérieures. Vous vous en souvenez? Par conséquent, c'est donc la relative, je dis bien relative, parce qu'il ne faut pas être caricatural. Je vous avais expliqué qu'il y avait encore des échanges, à partir entre autres des ports de Marseille, de Fos et de Toulon, avec la rive sud de la Méditerranée, avec le bassin oriental de la Méditerranée. Mais on peut dire qu'en gros, il y a donc une atonie, une relative atonie de la vie économique. Ça, c'est pour le Haut Moyen-Âge. Alors maintenant, nous arrivons dans le Moyen-Âge classique, c'est-à-dire la période qui va de la fin du Xe siècle, XIe siècle, jusqu'au XIIIe siècle. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là? Eh bien, c'est une période qui est essentiellement, alors je remonte de nouveau la chronologie, qui est essentiellement importante, en fait, pour les Italiens. À partir de 992, l'empereur de Byzance accorde pour la première fois des concessions aux Vénitiens. Il ne faut pas oublier que Venise, en fait, est une création byzantine. En fait, c'est un territoire qui avait dépendu très longtemps de Byzance et qui progressivement devient autonome et puis indépendant. Première concession. À partir de la fin du Xe siècle, donc, et dans le courant des siècles qui vont suivre, les Vénitiens vont prendre de plus en plus de poids. Alors, non seulement sur le plan commercial, parce qu'ils vont non seulement commercer avec les Byzantins
mais commercer aussi avec les musulmans. Pour eux, il n'y a aucun problème. Je dirais, l'argent n'a pas d'odeur. Mais en plus, parce que les Vénitiens profitent du fait que les Byzantins, un peu trop sûrs d'eux-mêmes, avaient réduit leur flotte. Je crois que c'est pas si grave que ça, Valéria. C'est une ville. Alors, je poursuis. Donc j'étais en train de vous expliquer que... Oui, donc les Vénitiens profitent comment dirais-je, du fait que les Byzantins étaient un petit peu trop sûrs d'eux-mêmes sur le plan de leur propre défense et avaient réduit leurs effectifs dans le domaine de la marine militaire. Et les Byzantins, à partir de ce moment-là, ont besoin des Vénitiens pour assurer leur propre défense navale. Donc les Vénitiens, si vous voulez, ils sont non seulement présents pour le commerce, mais en plus, ils deviennent indispensables sur le plan militaire. Le rapport entre, d'une part, les Vénitiens et d'autre part, les Byzantins, ne sera pas toujours au fixe, comme on va le voir bientôt. En 1082, et ça je vous l'ai expliqué dans un cours antérieur, vous en souvenez peut-être au premier semestre, les Vénitiens parviennent à obtenir une bulle d'or de l'empereur byzantin, ce qu'on appelle un chrysobule, une chrysobule, bulle, vous savez ce que ça veut dire, et chryso, ça vient du mot chrysos en grec qui veut dire de l'or. Par exemple, les chrysanthèmes, je vous ai expliqué l'étymologie la fois passée, Saint Jean Chrysostome, vous vous souvenez, un Saint Jean qui a la bouche d'or, eh bien, ils obtiennent donc un traité avec les Byzantins, leur réservant, si vous voulez, la plus grande part du commerce avec ceux-ci. Il y aura par la suite d'autres traités commerciaux qui vont renforcer ce premier traité. Par la suite également, dans les siècles qui vont suivre, au XIIe et au XIIIe siècle, les Pisans et les Génois vont également signer des traités avec Byzance. Autrement dit, on peut dire qu'à partir du XIe siècle, les Italiens vont dominer sur le plan commercial le bassin oriental de la Méditerranée, ce que ne feront jamais les Arabes. Alors, qu'échangent-ils? Alors, ils échangent d'une part, lorsqu'ils vont en Orient, en Byzance ou chez les Arabes, ils arrivent avec des draps, d'abord les draps flamands, à partir du XIIe siècle, du comté de Flandre, et puis ils vont venir également avec des draps italiens. Les Génois transportent également des matières pondéreuses, c'est-à-dire des matières qui pèsent, comme l'alun, qui est un sulfate particulier qui parvient, grâce à son action chimique, à mordre véritablement les draps et permet de fixer les teintures. Mais d'autres matières, comme le bois par exemple. Alors, dans l'autre sens, eh bien, ce sont les matières classiques qui sont exportées, je dirais, d'Orient vers l'Occident ou vers Byzance. Vous avez les soieries, vous avez les épices, les pierres précieuses, autrement dit, tous des biens qui ne concernent que des classes vraiment très supérieures. Ce sont des produits de luxe. Ceci dit, il ne faut pas imaginer maintenant
que la laine était un produit si bon marché, hein, dans l'autre sens. Voilà. Et donc, à partir du XIe siècle, je vous le dis, on peut dire que la Méditerranée orientale devient de plus en plus italienne et les choses sont définitivement fixées au XIIIe siècle et surtout au XIVe siècle. Au XIVe et XVe siècle, les choses sont claires. Alors, à partir de ce moment-là, à la fin du XVe siècle, les choses vont changer. Pourquoi? Les choses vont changer parce que, là, on ne va plus parler des Arabes, là, ce sont les Turcs. La deuxième vague des Turcs, hein, il y avait eu les Turcs seljoukides, hein, qui avaient progressé au XIe siècle, c'était eux qui avaient pris Jérusalem sur les Arabes. Et maintenant, ce sont les Turcs ottomans depuis le XIIIe siècle. Ils vont eux-mêmes avoir des problèmes avec les Mongols, à un moment donné, à l'époque de Tamerlan, au début du XVe siècle. Et donc, à partir du moment où les Turcs progressent, alors eux, contrairement aux Arabes, ils vont s'implanter dans la Méditerranée orientale. Mais je reviendrai là-dessus dans ma conclusion. Il ne faut pas anticiper. Voilà, donc vous avez bien retenu sur le plan commercial qu'il y a deux époques. Une première époque où il y a des conflits, hein, je dirais, entre les Arabes et les Byzantins. La chrétienté occidentale n'est pas concernée pendant le Haut Moyen-Âge. La Méditerranée, en tout cas l'est de la Méditerranée, je dirais en gros la mer Égée et surtout la mer Noire, sont presque des lacs byzantins. Et puis la deuxième partie du Moyen-Âge, qui va du XIe jusqu'au XVe siècle, eh bien là c'est plus l'époque des Byzantins, c'est l'époque des Italiens. Et ces Italiens commercent aussi bien avec les Byzantins qu'avec les Arabes. On va passer maintenant au grand B. C'est la période des guerres, c'est-à-dire la période des guerres entre d'une part les chrétiens et d'autre part les musulmans, à partir de la fin du XIe siècle. Donc je mets période de guerre, il y en avait eu avant avec les Byzantins, on a vu, plus simplement, pour résumer, c'est l'époque des croisades. L'époque des croisades qui vont s'étendre sur un siècle et demi. Un peu moins de 2 siècles, disons, pour être un peu plus juste. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est l'origine des croisades? Alors, les croisades, l'étymologie nous donne une précision à ce sujet-là. Croisade vient du mot croisé, et les croisés, ce sont donc des soldats qui sont partis, et d'ailleurs, à l'origine, pas seulement des soldats, hein, puisqu'il y a une première croisade qui est faite de pauvres, de mendiants. Cette première croisade va échouer, d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas du tout équipée pour partir. Elle n'arrivera d'ailleurs jamais en Terre Sainte. Ce sont donc des soldats qui portent sur leur tunique une croix rouge, qui est le symbole, évidemment, de la chrétienté et de leur volonté de récupérer les lieux saints, d'arriver en Terre Sainte et de pouvoir libérer, à leurs yeux, le Saint-Sépulcre, c'est-à-dire le lieu où Jésus aurait été, comment dirais-je, son cadavre aurait été conservé pendant quelques jours avant la résurrection. Alors là, je vous dis de nouveau, c'est à prendre au deuxième degré. Ici, je vous dis en tout cas ce qu'il y a dans leur croyance. Je ne dis pas maintenant que Jésus est ressuscité, ça, c'est pas mon problème en tant qu'historien. Ça va de soi. Enfin, c'est mon problème, mais je ne l'évoque pas ici. Voilà. Alors, cette première croisade est organisée à la suite d'un concile, pourrait-on dire, voilà, qui est organisé en 1095 par le pape de Rome, donc Urbain II. Il organise cette croisade et fait appel aux chrétiens pour partir en Terre Sainte lors du concile de Clermont. Clermont se trouve en France, c'est une ville de France, et un concile est une réunion d'évêques et de théologiens.
Il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'Église, les conciles ayant principalement pour fonction de remettre un petit peu d'ordre dans les dogmes, dans les croyances, et de rappeler également le clergé à la discipline. Ce sont les objectifs majeurs des conciles. Concile signifie tout simplement un conseil, littéralement, un lieu de rencontre. Une première croisade de pauvres se met en marche, je l'ai évoqué tout à l'heure, elle va se faire massacrer en Europe centrale, donc elle n'arrivera jamais en Terre Sainte. Une deuxième croisade, ou c'est plutôt la première officielle, parce que l'autre c'était une croisade d'essai, si vous voulez, elle n'a pas de numéro dans l'histoire, si vous voulez, c'est un essai. La première croisade part donc d'Europe occidentale, et après une longue route, n'oubliez pas qu'à cette époque-là, nous n'avons pas les transports, je les ai dit souvent, les gens n'avaient pas à l'époque les transports qui sont les nôtres, et donc, et puis en plus de ça, les voies de communication n'étaient pas du tout les nôtres non plus. En 1099, Jérusalem est prise sur les Turcs, qui, peu de temps auparavant, avaient pris la ville sur les Arabes. Cette première croisade va se solder par la création d'un royaume, le royaume de Jérusalem, qui n'aura pas de roi immédiatement, parce que celui qui devait être élu, nommé comme roi, a refusé cet honneur. Il s'agit de Godefroy de Bouillon, c'est-à-dire un Belge, mais est-ce que ça a du sens de parler de Belge à cette époque-là? Évidemment pas, qui était duc de Lotharingie. Et Godefroy de Bouillon, donc, qui va prendre le titre d'avoué du Saint-Sépulcre, qui signifie en fait qu'il est le protecteur du tombeau du Christ. C'est ça que ça veut dire. Un avoué, c'est un protecteur. C'est quelqu'un qui, dans une principauté de type ecclésiastique, exerce au nom d'un ecclésiastique, un évêque, ou un abbé, une abbaye, des fonctions que lui, l'ecclésiastique, ne peut pas exercer en matière judiciaire, en matière militaire. C'est ça un avoué. Alors, dans la foulée, d'autres principautés vont être formées également. On va se tourner maintenant du côté de la carte. Voilà, donc, les croisés viennent du nord-ouest. Ils ont traversé, bien entendu, le Bosphore, à Constantinople. Ils arrivent en Anatolie, c'est-à-dire dans la Turquie actuelle, région qui est occupée par les Turcs, parce que les Byzantins avaient déjà perdu beaucoup de terres à ce moment-là, et donc l'Empire byzantin s'était réduit à une peau de chagrin. Voilà, donc il y a des périodes où l'Empire byzantin se dilate et d'autres où il se réduit. Et trois principautés vont être créées par les barons, les chefs de la première croisade. Tout d'abord le comté d'Édesse, ici. J'ai mis un petit carré bleu pour indiquer où se trouve la ville d'Édesse. Donc on est en fait ici en Haute-Mésopotamie. En Haute-Mésopotamie. Ça va? Ça correspond à la Syrie actuelle. Vous avez ensuite une autre principauté qui va être créée, mais après de nombreuses difficultés, parce qu'un an avant d'arriver à Jérusalem, un grand aristocrate qui s'appelait Bohémond a dû assiéger la ville. Ce siège était très difficile parce qu'il n'a pas eu les renforts attendus des Byzantins. Et c'est à l'origine, évidemment, de cette, comment dirais-je, de ce doute que, je dirais, de cette méfiance, pour être plus précis, que les latins, donc les francs, puisqu'on les appelait comme cela, vont avoir constamment vis-à-vis des Byzantins, et pour eux, les Grecs sont des gens
auquel on ne peut pas faire confiance. Et donc, il prend la ville, et à ce moment-là, l'empereur de Byzance veut récupérer la ville qui était byzantine auparavant, et évidemment, il garde la ville, évidemment. Et il crée une principauté qui est la principauté d'Antioche. Ensuite, une dernière principauté, d'abord comptez qu'une principauté va être créée, c'est la principauté de Tripoli. Rien à voir avec la ville de Tripoli en Libye, il s'agit de Tripoli dans le Liban actuel. Voilà, je vous ai représenté donc les 4 principautés territoriales, si je puis dire ainsi, en tout cas un royaume et 3 principautés, fondées dans l'Orient, qu'on va bientôt appeler pour un siècle et demi l'Orient latin, 2 siècles. Vous allez voir que finalement il ne restera plus grand-chose de cet Orient latin. Voilà. Première phase, donc première guerre, c'est une réussite, du point de vue évidemment des croisés. Et les Arabes, les musulmans ne réagissent pas immédiatement. En effet, le califat de Bagdad, donc les Abbassides, et d'autre part le califat du Caire, ceux que l'on appelle les Fatimides, ne réagissent pas. Donc, je dirais que c'est tout profit évidemment pour les croisés. Il faudra attendre une bonne trentaine d'années pour que les musulmans réagissent. Mais ceux qui réagissent, ce ne sont pas les califes, qui à cette époque-là sont en plein déclin, si vous voulez. Ce ne sont pas ces reliquats d'empire musulmans. Ceux qui réagissent, ce sont des émirs syriens. La Syrie constituant une sorte de région tampon entre les Fatimides et les Abbassides. Plusieurs de ces émirs syriens vont réagir, donc à partir des années 1130, et dans la deuxième moitié du XIIe siècle, donc à partir de 1150, pour donner une date ronde, un émir qui avait pris l'Égypte à ce moment-là, va conquérir une grande partie de l'Orient latin et donc étendre son propre empire. Il s'agit d'un personnage très important qui s'appelle Saladin. Donc en fait c'est Salah al-Din. En français, si je peux dire, on dit Saladin. Il va reprendre Jérusalem en 1187. Définitivement, donc les chrétiens ne vont plus occuper Jérusalem. Une nouvelle croisade va se mettre en place. C'est la 3e croisade, qui est la plus importante quantitativement, militairement, puisque les 3 grands chefs temporels de la chrétienté à ce moment-là, que sont l'empereur Frédéric Barberousse, l'empereur d'Allemagne, le roi de France, Philippe II Auguste, et le roi d'Angleterre, que vous connaissez peut-être encore mieux, par peut-être des dessins animés ou par des romans de Walter Scott, Richard Cœur de Lion, eh bien, ces 3 grands souverains partent à la tête de leur armée. Ils partent de 3 endroits différents, Barberousse est lui qui aura la plus grosse armée, vers l'Orient. Ils ont comme objectif, on comprend bien, de reprendre Jérusalem, qui avait été reprise par Saladin en 1187. Donc il fallait tout recommencer, ce qui avait été fait un siècle plus tôt.
Il se fait que Barberousse meurt en cours de route dans l'Empire byzantin, ben, il meurt noyé dans un gué, hein, voilà, pas de chance. Hein, c'était le plus grand chef militaire des trois, je dirais, quantitativement avec l'armée en termes d'effectifs. Philippe Auguste va rester peu de temps et puis va repartir en France. Et celui qui va s'attarder pendant quelques années, c'est Richard Cœur de Lion. Et vous connaissez évidemment l'histoire de son frère Jean Santerre, qui pendant son départ en croisade va essayer évidemment d'occuper le terrain politiquement et de prendre la couronne. D'autant que Richard Cœur de Lion va être fait prisonnier par l'Autriche. Il faudra payer une rançon, évidemment. La rançon ne sera pas payée tout de suite, on comprend le point de vue de Jean Santerre. Il porte bien son nom d'ailleurs. Mais le même Jean Santerre qui en 1215 devra concéder à ses barons et au clergé la fameuse Magna Carta, la grande charte qui est à l'origine du système parlementaire en Angleterre. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà pour les premières croisades. Mais arrive la quatrième croisade, qui est une croisade catastrophique, parce qu'elle est détournée de son objectif. Elle est détournée de son objectif. 1204. En effet, il s'agissait là aussi de reprendre Jérusalem. Mais les Vénitiens, ce sont des marchands. Une vingtaine d'années plus tard, plutôt, en 1182, les Italiens, les marchands italiens avaient été massacrés à Constantinople. Une dizaine d'années plus tôt, je n'ai pas indiqué la date ici, mais les Vénitiens avaient été donc chassés de Constantinople. Donc il y avait un contentieux entre les Italiens et les Byzantins, qui leur devaient de l'argent, et les Byzantins, qui sont les principaux créanciers, les bailleurs de fonds de cette quatrième croisade, détournent la croisade sur Constantinople, qui n'arrivera donc jamais à Jérusalem, et là, on massacre les Byzantins, qui, ne l'oubliez pas, sont quand même des frères chrétiens. Ils professent la même religion du Christ que les latins, les occidentaux. Ce massacre et ce pillage de Constantinople vont rester dans les mémoires, et on peut dire que c'est cette quatrième croisade qui marque une vraie rupture entre d'une part les latins et d'autre part les grecs, c'est-à-dire entre d'une part les chrétiens d'Occident et d'autre part les byzantins, les orthodoxes. En 1261, l'Empire latin d'Orient, qui avait été mis en place par les croisés après la défaite des Byzantins, qui ont dû se réfugier dans le nord, en Anatolie, donc dans la Turquie actuelle, où ils ont créé un empire romain d'Orient parallèle, si vous voulez. Les deux ont coexisté. Il y avait donc deux empereurs. À Constantinople, vous aviez l'empereur latin de Constantinople. Il y a eu par exemple des comtes de Flandre qui sont devenus empereurs de Constantinople. Le dernier empereur de Constantinople, c'est le frère de Philippe IV le Bel, Charles de Valois, qui était l'empereur tutélaire de Constantinople. Il n'a jamais régné à Constantinople. Et donc, après une soixantaine d'années, les Byzantins reviennent à Constantinople, et c'est donc la dynastie des Paléologues qui régnait déjà en Anatolie qui revient sur
le trône donc de Byzance. Il y eut plusieurs croisades entre les deux. En effet, après la 4e croisade qui a été désastreuse, il y eut encore 4 croisades. L'une avec Frédéric II, le petit-fils du grand Frédéric Barberousse, qui lui est un petit peu un oriental, parce qu'en fait il a vécu à Palerme, il était roi de Sicile, il n'était pas seulement roi d'Allemagne, mais il était roi d'Italie, roi de Sicile, et à ce titre, eh bien, vous savez que la Sicile c'était un carrefour entre la chrétienté d'Occident et d'Orient, parce que les Byzantins avaient occupé la Sicile, il ne faut pas l'oublier. Les Normands avaient occupé la Sicile au XIe siècle. Mais les Arabes aussi avaient occupé une partie de la Sicile. Donc la Sicile, depuis les guerres puniques, a toujours été un enjeu important. Ne fût-ce que par sa position géostratégique entre le bassin occidental et le bassin oriental de la Méditerranée. Et donc, Frédéric II il parle plusieurs langues, il est assez rusé, il a l'habitude de négocier avec les musulmans, déjà en Sicile, et il va là négocier en Orient, mais toutefois en pure perte. Pratiquement. Il a fait de la diplomatie, mais il ne va pas obtenir grand-chose. D'autres souverains vont se lancer dans les croisades. Les deux dernières, la 7e et la 8e croisade, sont menées par Louis IX, que l'on appelle mieux connu sous le nom de Saint-Louis, le roi de France, qui va partir plusieurs années en croisade, en Égypte, et puis aussi en Tunisie. Il va mourir de la peste devant Tunis, donc en 1270. Enfin, la Terre Sainte, la Terre dite Sainte, va se réduire comme une peau de chagrin, et pratiquement, d'ailleurs, je vous dis, Saint-Louis, il est parti vers l'Égypte et vers la Tunisie, mais il n'a pas combattu en Terre Sainte en Palestine, si vous voulez. Et finalement, 1291, je montre la date ici, et puis je vais dans la direction de la carte, Acre, A-C-R-E, Acre, qui était la dernière place forte des croisés, va tomber. À ce moment-là, tout le Proche-Orient est devenu musulman, je ne dirais pas définitivement, parce qu'on va voir effectivement dans la conclusion qu'il n'y aura pas une revanche, mais une suite à tout cela. Donc, pour résumer l'histoire des croisades, vous avez compris qu'il y a deux phases. Une première phase qui est une phase où tout a l'air de bien marcher. Enfin, quand je dis bien marcher, bien entendu, ça n'a pas marché comme sur des roulettes, mais enfin, dans une première phase, du point de vue des Latins, en tout cas, ils prennent Jérusalem, ils constituent 3 principautés au Proche-Orient, puis du royaume, et il n'y a pas de réaction des musulmans. Et c'est seulement dans une deuxième phase, après une bonne trentaine d'années, que des émirs syriens, et en particulier celui qui a conquis, parce que Saladin, figurez-vous, c'est un Kurde, c'est même pas, c'est pas un arabe, il était musulman, mais vous savez que les Kurdes, ce sont des Indo-Européens qui ont été islamisés. À l'heure actuelle, ils sont en cheval sur plusieurs pays, la Turquie, la Syrie, l'Irak, et j'oublie encore un pays, il faudrait que je regarde un petit peu, et l'Iran, voilà, c'est le 4e pays. Là-bas, ils sont en cheval sur 4 pays. Ils représentent une population de plus de 20 millions d'habitants, et ils n'ont pas leur propre État. Ils ont eu un État qui a tenu pendant quelques mois après la Première Guerre mondiale. On a créé un État kurde et puis il a disparu
suite des conquêtes d'Atatürk, et voilà, la géopolitique de cette époque. Voilà, donc si vous faites le bilan, donc j'étais en train de vous expliquer la première phase, et puis deuxième phase. La deuxième phase, c'est donc à l'époque de Saladin, reprise des territoires conquis, plusieurs croisades se succèdent qui n'aboutissent pas finalement, et l'idée de croisade va disparaître sur le plan pratiquement dans cette, comment dirais-je, dans la reconquête de la Terre Sainte, mais l'idée de croisade et le mythe de la croisade va subsister pendant encore de nombreux siècles. Quand vous pensez encore qu'au milieu du XVe siècle, il y eut des troupes d'Europe occidentale qui sont parties à essayer de reconquérir les lieux saints, mais elles se sont fait battre par les Turcs, en particulier à Nicopolis, à Varna, donc dans la Bulgarie actuelle. Alors, pendant les croisades, il y a des ordres militaires qui ont été créés. Ces ordres militaires avaient pour fonction de garder les lieux saints. Le plus célèbre de ces ordres militaires, ce sont les Templiers, les chevaliers du Temple, qui étaient des moines soldats. Il y eut également les Hospitaliers. Les Hospitaliers qui, une fois Saint-Jean d'Acre pris, ou prise, puisqu'il s'agit d'une ville, vont partir vers Chypre, vers Rhodes, et puis finalement vers Malte. Donc, ils vont reculer, finalement. Maintenant, ils ont leur siège à Rome. Les chevaliers de Malte ont leur siège à Rome, ce qui est un petit peu curieux, mais enfin, c'est un ordre religieux tout à fait reconnu par la papauté. Ces ordres étaient donc des ordres religieux, mais guerriers. Il y en eut de semblables au moment de la Reconquista en Espagne, qui se déroule du XIe jusqu'au XVe siècle. Ces ordres religieux vont d'ailleurs prendre une place importante, aussi bien en Espagne d'ailleurs qu'en Occident. Ils vont avoir une place tellement importante, c'est que, étant rapatriés vers leur lieu d'origine, et en particulier vers la France, mais l'ordre du Temple avait des commanderies un petit peu partout, ils vont devenir les bailleurs de fonds, c'est-à-dire les banquiers des rois de France, et ce n'est pas sans expliquer, bien sûr, tout le procès qui a été mis sur pied contre eux au tout début du XIVe siècle par le roi Philippe IV le Bel, qui va lancer des procès contre eux. Finalement, cet ordre va être tout à fait éliminé et leurs fonds vont bien entendu passer dans les caisses du roi de France. Voilà, les chevaliers teutoniques sont dans la même optique, puisque eux, après le départ de Terre Sainte, ce sont les héritiers des Hospitaliers, sauf erreur de ma part, eux, ils vont se lancer dans une croisade contre les païens slaves, c'est-à-dire contre les Lituaniens, les Lettoniens, qui occupaient donc l'est de l'Europe. Ils vont fonder un véritable État, et les terres du grand maître de l'ordre teutonique vont passer à la famille des Hohenzollern, qui sont en fait, à ce moment-là, les ancêtres des rois de Prusse, qui ne porteront ce titre qu'à partir du début du XVIIIe siècle. Alors, on va passer maintenant au troisième point. Je vous avais dit qu'on verrait d'abord les aspects économiques, ensuite les aspects militaires. Maintenant, on va voir en quoi il y a eu ou il n'y eut pas de conflit sur le plan religieux.
s'agit uniquement d'un conflit entre les chrétiens, entre les chrétiens romains et les chrétiens byzantins, les orthodoxes. Vous vous souvenez qu'ici, il avait été question des trois grandes civilisations, si je puis dire, puisqu'il a été question ici des Arabes, ici il a été question des Byzantins, puis il a été question des Italiens. Pour les guerres, j'ai fait mention des trois également, j'ai fait mention des chrétiens occidentaux, j'ai parlé des Byzantins qui se trouvent entre deux feux, et j'ai parlé des musulmans. Ici, je ne parle que des chrétiens. Ça va? Bon. Autrement dit, je vais parler essentiellement de théologie et de politique, je ne vais plus parler de guerre. Alors, dans une première phase, celle qui s'écoule du 7e au 12e siècle, que faut-il retenir? Eh bien, il faut retenir que ces deux parties de la chrétienté latine et la chrétienté grecque, d'obédience grecque, il n'y a pas de très grande différence, même si elles tentent à s'éloigner. Elles tentent à s'éloigner d'abord sur le plan politique, parce que Byzance constitue un empire unique, alors que la chrétienté occidentale est divisée politiquement parlant. L'empire de Charlemagne, excusez-moi, il y a les petits États espagnols, vous avez également plusieurs États en Angleterre, par exemple. Mais, quand je parle de politique, il ne s'agit pas simplement de politique concernant les chefs d'État, il s'agit également de politique relative aux deux grands leaders de chacune des deux branches du christianisme. Quelles sont ces deux branches? Vous avez d'une part les chrétiens qui dépendent directement de Rome, même si ce que je viens de dire n'a théoriquement pas de valeur, puisque tous les chrétiens dépendent, à part évidemment des branches qui se sont séparées très tôt, je pense des Arméniens, des Coptes, des Églises syriaques, etc. Mais en tout cas, les Byzantins dépendent officiellement de Rome. Mais vous comprenez bien que le patriarche de Constantinople, qui officiellement dépend du pape de Rome, qui est le premier parmi ses pairs, il a une autorité spirituelle, une autorité morale sur les autres évêques, sur les autres patriarches, les patriarches orientaux. Eh bien, le pape de Rome, il se trouve dans une ville qui n'a que quelques dizaines de milliers d'habitants, 60 000 au maximum. La ville de Rome n'est plus que l'ombre de ce qu'elle avait été au 1er siècle de notre ère, à une époque où il y avait 1 million d'habitants. Tandis que Constantinople, pendant le Haut Moyen-Âge, au 7e, 8e siècle, il a certainement près d'1 million d'habitants. Donc vous comprenez que le patriarche de Constantinople, patriarche c'est l'équivalent d'archevêque si vous voulez, supporte difficilement d'avoir au-dessus de lui un évêque, l'évêque de Rome, qui est le pape, qui finalement a une juridiction qui est beaucoup plus petite. Donc il y a déjà une tension entre le pape et le patriarche pour cette raison-là. Il y a aussi des tensions parce que, sur le plan théologique, il y a des différences. Mais ce sont des différences, je vous dis tout de suite, qui, du point de vue Sirius, c'est-à-dire si on s'éloigne de la Terre, paraissent tout à fait ridicules et tout à fait minimes en tout cas. Alors, ces différences théologiques, elles sont minimes puisqu'elles concernent en fait une phrase du credo. Le credo, vous savez, c'est la profession de foi auquel adhèrent les chrétiens. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Père et de la terre, etc. C'est ça le credo, qui remonte au concile de Nicée, qui avait été présidé par l'empereur Constantin en 325 de notre ère. Mais il y a une phrase où il est question de savoir de qui dépend, ou plutôt procède le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit vient après
le Père et le Fils, et donc je dis bien et le Fils, ou bien est-ce qu'il procède directement du Père? Autrement dit, est-ce qu'il est mis sur le même pied que le Fils? Vous voyez que c'est une dispute de théologiens, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une querelle byzantine. Vous savez, quand on dit que quelqu'un, parfois, c'est un byzantin, et qu'il coupe les cheveux en quatre. Ceci dit, on apprenait à couper les cheveux en quatre aussi en Occident, vous savez, dans la scolastique au XIIe, et XIIIe et XIVe siècle. Hein, donc, ce n'est pas une particularité des Grecs. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir des tensions minimes. Il y a un premier schisme en 867 entre le pape et la chrétienté orientale, et puis il y a un second schisme que l'on a souvent exagéré dans les manuels d'histoire en 1054. C'est le schisme entre, donc, le pape s'appelle Nicolas à ce moment-là, sauf de ma part, et le patriarche de Constantinople s'appelait Michel Cérulaire, c'est-à-dire Mikhail Kairoulaios. Hein? Non, en grec, comment on dit Michel encore? Michaelis. Michaelis, oui. Mais je ne sais pas si on disait Michaelis à cette époque-là. Enfin, Mikhail Kairoulaios, ça c'est tout à fait sûr. Donc Michel Cérulaire, je le prononce à la russe, c'est pas tout à fait l'idéal. Hein? Ça va? Mais il faut se dire que ces deux schismes ne concernaient que l'élite. La population n'a pas été très marquée, si vous voulez, par cela. Vous savez, ce sont des disputes d'intellectuels, comme la triple immersion au moment du baptême. Remarquez qu'il n'y a pas lieu de faire un schisme non plus à ce sujet-là. Chez les orthodoxes, vous le savez peut-être, lors du baptême, ce n'est pas comme chez les catholiques où le prêtre met un petit peu d'eau sur la tête du nourrisson, hein, mais là, on le plonge 3 fois complètement dans les fonds baptismaux. Ben, de nouveau, hein, et il y a des différences aussi au niveau des rites, mais ce n'est pas tout ça qui a créé le schisme, hein, c'est la manière dont on fait le signe de croix. Est-ce qu'on commence par la gauche ou est-ce qu'on commence par la droite? Avouez qu'il n'y a pas de quoi non plus fouetter un chat. Est-ce qu'on le fait avec 2 doigts ou est-ce qu'on le fait avec 3 doigts? Donc ça, ce sont des différences minimes. Mais c'était surtout le problème du credo, hein, le problème du filioque. Est-ce que le Saint-Esprit procède seulement du Père ou est-ce qu'il procède également du Fils? Ça, c'était plus important. Mais ça ne concernait véritablement que les élites. Donc on peut dire que jusqu'à la fin du XIIe siècle, tout aurait pu encore être résolu. Ça, c'est la première phase. Donc vous retenez, la première phase, c'est celle qui va jusqu'au XIIe siècle, qui couvre le haut Moyen-Âge et qui va jusqu'à la fin du XIIe siècle. Mais, je vous ai dit qu'il y a un événement majeur au début du XIIIe siècle, c'est la prise de Constantinople par les Latins, enfin par les Vénitiens principalement. Et donc là, ça va marquer la véritable rupture. Vous imaginez des chrétiens qui massacrent en grand nombre d'autres chrétiens. C'est plus important qu'une histoire d'une ligne qui se trouve dans le credo. Pensez bien que ça va marquer les consciences de la population et profondément. Et on peut dire que là, on passe dans une deuxième phase, 13e, 14e et 15e siècle, où les choses seront beaucoup plus difficilement récupérables. Il y aura des rencontres à plusieurs reprises entre les autorités byzantines et d'autre part les autorités romaines pour essayer de calmer le jeu et d'essayer de retrouver l'unité de cette chrétienté déchirée, mais toujours au profit de Rome, puisqu'il ne s'agissait pas de remettre la papauté en cause, la primauté du souverain pontife de Rome en cause, et il ne s'agissait pas non plus de trop remettre en cause les dogmes, et en particulier le filioque, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais toutefois, cela a pu être surmonté. Mais regardez bien quand cela a pu être surmonté. En 1439. Alors, 1439, en Italie, au concile de Florence, c'est à ce moment-là, c'est Jean VIII, sauf erreur de ma part, un empereur de Byzance, qui vient à Florence, entouré d'évêques
et du patriarche, en tout cas d'évêques byzantins, et à la suite de ce concile théologique, eh bien, l'empereur, alors vous allez dire, mais pourquoi l'empereur? Alors que ça, c'est une histoire finalement de curé, une histoire d'évêque, mais c'est parce qu'à Byzance, la conception du pouvoir était liée à ce qu'on appelle le césaropapisme. Le césaropapisme, vous voyez, il y a le mot César dedans, c'est-à-dire empereur, et le mot papisme, donc pape. L'empereur était en même temps empereur et chef de la religion, comme ce sera plus tard le cas en Russie, par exemple. Ou comme c'est le cas, par exemple, maintenant, en Angleterre. Vous savez que la reine d'Angleterre, Elisabeth II, est en même temps chef de l'État et chef de l'Église anglicane. Et donc, en fait, l'empereur de Byzance avait un caractère sacré, un caractère sacerdotal. Et donc, l'empereur, il participe au concile parce que lui-même est directement concerné. Et donc, à ce moment-là, l'empereur de Byzance, qui ne règne plus que sur un territoire minuscule, je vais vous le dire tout de suite, c'est un territoire minuscule en 1539, parce que les Turcs ont pratiquement mangé tout son empire à ce moment-là. Quand on dit qu'en 1453, il y a la chute de Byzance, mais en fait il y a la chute d'une ville, l'empire a disparu depuis bien longtemps. Ça va? Il a été grignoté, et ce qui a fortement affaibli l'empire, entre autres choses, mais c'est bien entendu le sac, le pillage de 1204. Bien sûr, les Turcs ont continué à grignoter par la suite l'Empire. Et au XVe siècle, l'âge est venu des Turcs ottomans, qui vont constituer, dans la fin du XVe siècle et au XVIe siècle, surtout dans la première moitié, avec Soliman le Magnifique, et puis ensuite avec un de ses successeurs, Sélim, un empire méditerranéen à ce moment-là. Mais Constantinople, c'est plus grand-chose. Et en fait, il a voulu sauver les meubles, l'empereur de Byzance, en espérant, étant conciliant sur le plan religieux, avoir une aide des Occidentaux pour défendre Constantinople. Cette aide n'est pas venue à temps. Et c'est comme ça que Constantin XIII, en 1453, le dernier basileus ton Romanion, ce dernier empereur des Romains, parce que c'était son titre, il était roi des Romains. Comme il y avait un roi des Romains, d'ailleurs, en Occident, le roi des Romains, c'était le titre que portait, ou que va porter l'héritier, le fils de l'empereur du Saint-Empire romain de la nation germanique, autrement dit l'Empire d'Allemagne. Ça va? Eh bien, ce basileus ton Romanion, Constantin XIII, le dernier disparaît en défendant une des portes de Byzance, et à ce moment-là, Mehmed II, le sultan turc ottoman, prend la ville et c'en est fini, je dirais, de la civilisation, enfin pas vraiment de la civilisation, mais en tout cas du pouvoir politique byzantin. Parce que la civilisation ne disparaît pas, parce que l'orthodoxie a pu se maintenir, justement. Il y a eu récupération d'ailleurs du haut clergé byzantin, orthodoxe, par les autorités turques, qui en avaient besoin, comme relais auprès des populations. Voilà. Alors, je regarde si j'ai rien oublié dans ma ligne du temps, je ne crois pas. Non. Alors, donc, on va passer au dernier point, celui qui concerne la culture. Alors là, on va voir comment va se faire l'échange. Il n'y a pas eu véritablement de conflit. Là, c'est une zone où il n'y a pas eu de conflit. Voilà. Au contraire, c'était la zone où le secteur où les échanges ont été les plus profitables, mais ils se sont faits de manière unilatérale. Autrement dit, c'est l'Occident qui va hériter à la fois, bien qu'elle ne soit pas morte, de la civilisation musulmane et de la civilisation byzantine. L'échange ne va pas se faire dans l'autre sens, ou si peu. Autrement dit, ce n'est pas l'Occident qui va apporter quelque chose à l'islam. D'ailleurs, l'islam, jusqu'au milieu du XIXe siècle, ne s'intéresse pas à la civilisation occidentale. C'est à partir du XIXe siècle, bon,
l'Empire turc-ottoman a regardé du côté de l'Occident parce qu'il s'est agi à ce moment-là de moderniser l'État qui était en train de dépérir, si vous voulez, qui était plus adapté, qui était anachronique par rapport à son époque. Donc, l'islam n'a pas retiré grand-chose des croisades. Byzance, on a vu qu'elle a plutôt perdu. Pensez à ce fameux pillage de 1204. Et si vous voyez cette superbe basilique, cathédrale Saint-Marc à Venise, ben, vous allez remarquer qu'en fait c'est une église de type byzantin. Elle ne ressemble en rien à une église catholique, si vous regardez bien. Il y a une mosaïque tout d'abord qui frappe le regard. Et puis alors, il y a cette petite sculpture qui se trouve au coin sur la façade en porphyre rouge, qui représente, on se demande bien pourquoi elle est en train, en tout cas c'était une prise de guerre, qui représente les 4 tétrarques qui se sont mis en place en 285 après Jésus-Christ, donc sous la houlette de Dioclétien. Eh bien, vous avez cette petite sculpture qui se trouve insérée dans la façade, dans le mur de la façade. Et si vous voyez vraiment... Vous savez, c'est une prise de guerre, vous pourrez voir l'intérieur de cette cathédrale, de ce bâtiment. On voit très bien que les Vénitiens n'ont... En fait, c'était piqué, excusez-moi l'expression, ailleurs. Donc, en fait, ils ont fait de l'art quelque chose de tout à fait merveilleux. Mais là, on voit très clairement les liens entre Byzance et Venise dans ce cas. Alors maintenant, on va faire un petit peu le bilan, donc sur le plan culturel, au niveau des échanges. Je vous ai dit, c'est plutôt l'Occident qui aspire et plutôt la substance culturelle de l'Orient plutôt que le contraire. Alors, du côté des Arabes, on va commencer par cet aspect-là. L'Occident va en tirer un bénéfice important, non pas tellement par le biais des croisades. Ce n'est pas les croisades qui ont favorisé les échanges culturels, mais c'est grâce aux philosophes musulmans, je ne dirais pas arabes, parce qu'en fait, vous savez que de nombreux peuples ont été conquis et islamisés par les Arabes, donc à un moment donné, on ne peut plus parler d'Arabes véritablement. Je fais référence ici à Avicenne au Xe siècle et au XIIe siècle à Averroès. Avicenne, ça s'écrit A-V-I-C-E-2-N-E, Avicenne. En fait, ça vient d'un mot arabe qui est Ibn Sina. Ça va? Ibn, ça veut dire fils de, en arabe. Et alors, vous avez un autre, alors là c'est au XIIe siècle, un autre philosophe qui s'appelle Averroès. Alors Averroès, là il ne faut pas que je me trompe. C'est pour savoir où on a alors, A-V-E-R. H. Non, il y a 2 R, je crois. H-O-E, accent grave, Averroès. Alors là, ça vient d'un autre mot arabe qui est Ibn Rosh. Ça va? Donc, ce sont des latinisations de mots arabes. Et ces 2 grands penseurs sont des commentateurs et des traducteurs d'Aristote. Et donc, c'est grâce à eux qui eux-mêmes se sont servis de traductions syriaques, je n'ai pas dit syrienne, syriaque. Le syriaque est une langue qui n'est plus parlée que par quelques dizaines d'habitants en Syrie, justement, qui eux-mêmes avaient traduit du grec, Aristote, que ces textes sont arrivés en Espagne. Donc vous imaginez tout le tour, je répète. Aristote écrit en grec, ça vous le savez. Donc les Byzantins le lisaient sans aucun problème, puisqu'ils parlent grec eux-mêmes. Aristote a été recopié évidemment souvent pendant l'époque hellénistique. Il a été traduit en syriaque, qui est une langue sémitique, donc facilement accessible à l'arabe, aux arabes qui parlent aussi une langue sémitique. Donc traduit de grec en syriaque et de syriaque en arabe. Eh bien, Aristote est arrivé sous forme de traduction, sous forme de commentaire. Il est arrivé, tenez-vous bien, en Espagne, en faisant tout le tour de la Méditerranée, par le sud.
Et dans une ville comme Tolède, par exemple, qui au XIIe ou au XIIIe siècle est un lieu d'échange extraordinaire sur le plan culturel, parce qu'on y trouve non seulement des gens qui parlent, des intellectuels qui parlent arabe, où il y a des échanges avec les arabes, les latins, et aussi les juifs. Je pense au XIIe siècle à ce grand philosophe juif qui s'appelle Maïmonide, M-A-I, M-O-N-I-D-E. Il y a un lycée en Athénée à Bruxelles qui s'appelle l'Athénée Maïmonide, qui est près de la gare du Midi d'ailleurs. Donc en fait, quand je dis qu'il y a eu des échanges, il ne faut pas imaginer que les échanges se sont faits par le Proche-Orient. On a fait tout le tour de la Méditerranée, donc via l'Empire byzantin, le Proche-Orient, et quand je parle de Avicenne, entendons-nous bien, Avicenne, lui, il vit en Asie centrale. Hein. Donc il vit dans, vous savez, dans ces États, là, je ne sais plus lequel, du côté je crois qu'il vivait en Ouzbékistan, Avicenne. Hein, Averroès, lui, il habitait en Espagne. Hein. Et donc vous imaginez, ça fait toute la Méditerranée, ça arrive en Espagne. L'Espagne qui est en période de Reconquista, c'est-à-dire que c'est une période où loin d'être un barrage, si vous voulez, la Reconquista était plutôt, a eu des aspects très positifs sur le plan culturel, politique et même commercial, comme ça a été très bien expliqué par Pierre Toubert dans sa leçon inaugurale au Collège de France. En fait, la frontière n'est pas un barrage entre les chrétiens et les arabes, c'est au contraire un lieu perméable, poreux, où les échanges sont fréquents. Et de là, ils sont arrivés à la Sorbonne, à Paris, puisque la Sorbonne est créée au milieu du XIIIe siècle, déjà à l'époque d'Albert le Grand, etc. Donc en fait, il y a eu ça paraît un peu curieux, mais donc la philosophie grecque est arrivée en Occident par le biais des Arabes. Vous savez quelle place Aristote occupe dans l'histoire de la philosophie. Hein. C'est pas pour rien qu'en première année, je vous parle d'Aristote pendant un certain temps. Hein. Alors, à côté de ça, les Arabes ont également des informations de leur propre cru. Hein, ils ne sont pas seulement les dépendants des Grecs. Dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la chimie, à cette époque-là, on ne distingue pas encore très bien la chimie et l'alchimie. Hein. Leur al, c'est un article défini en arabe. Hein. La région occupée par les musulmans en Espagne s'appelle Al-Andalus. Donc A-L, puis dirais Andalus, A-N-D-A-L-O-U-S, qui a donné le mot Andalousie. Mais l'Andalousie, à l'heure actuelle, c'est une région qui se trouve tout au sud de l'Espagne, qui est clairement identifiée sur le plan territorial et administratif. Excusez-moi. Alors que l'Andalousie a eu un territoire variable pendant tout le Moyen-Âge, le Al-Andalus remontait pas presque jusqu'aux Pyrénées, jusqu'à la marche d'Espagne, et puis là, des petits royaumes chrétiens ont résisté à la progression arabe et ont progressivement reconquis l'Espagne sur les musulmans, donc le territoire d'Al-Andalus qui comprenait les trois quarts de l'Espagne s'est réduit finalement peut-être à un cinquième ou même pas un sixième ou un septième de son territoire à l'heure actuelle. Ça va? Al-Andalus était donc le territoire occupé par les musulmans. Donc c'est un territoire qui est un peu élastique, si vous voulez. Alors, dans le domaine des mathématiques aussi, hein, vous savez que les Arabes ont joué un rôle important, et les musulmans, pour la transmission de la notion de zéro qui vient d'Inde et qui a transité par les Perses, par les Persans. L'algèbre, on a vu que l'algèbre avait été inventée par les Mésopotamiens, on est bien d'accord, mais l'algèbre a été reprise et affinée et de loin améliorée par des penseurs arabes et puis a transité, a pu être transmis à l'Occident. Voilà. Donc, je dirais que l'héritage arabe musulman, il est double.
d'une part, ce sont des passeurs de la culture grecque antique, et à côté de ça, ils sont également les producteurs d'une science originale qu'ils ont pu transmettre à l'Occident. Alors maintenant, il reste ce que Byzance a apporté maintenant à l'Occident. Donc c'est le deuxième point dans les échanges culturels. Et vous voyez que c'est toujours dans un seul sens. Hein. Alors, qu'est-ce que les Byzantins ont apporté? Ben, ils ont été quand même le conservatoire de toute la pensée grecque de l'Antiquité. Tous ces penseurs, tous ces écrivains grecs ont été recopiés dans l'Antiquité, à l'époque hellénistique, et pendant le haut Moyen-Âge à Byzance. Dès le XIe siècle, les Italiens qui se trouvent en territoire byzantin peuvent commercer et ils possèdent un avantage sur quiconque, c'est qu'ils connaissent le grec. Alors je ne dis pas que c'est le grec de l'Antiquité, hein, c'est certainement un grec vulgaire, mais en tout cas ils possèdent le grec. Donc le premier accès du grec en Occident a été un grec commercial, comme on peut parler d'anglais commercial si vous voulez. Hein. Mais il faudra attendre le XVe siècle pour que, suite à la fuite, alors cette fuite va durer 50 ans, hein, avant la prise de Byzance, à la suite de la fuite des savants byzantins en Occident, puisse être transmis des bibliothèques entières de manuscrits grecs, et que des personnages comme Bessarion, qui est un cardinal grec, qui va devenir cardinal romain d'ailleurs, après la prise de Constantinople, servent de passeurs, et sauf à de ma part, c'est Bessarion, ou un autre cardinal peut-être, grec, qui a transmis sa bibliothèque à Venise et va constituer le fonds, au sens où on parle de fonds FONDS, en termes de bibliothéconomie, à Venise, donc, ça va être la base de la Bibliotheca Marciana. Marciana, ça s'écrit M-A-R-C-I-A-N-A. Ça veut dire la bibliothèque de Marc. Vous savez que Marc est le saint patron de Venise. La Bibliotheca Marciana, qui possède un fonds très très important, et ben c'est un de ces savants grecs exilés qui va faire don de sa bibliothèque à Venise. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la conclusion. Grand 3. Conclusion. Alors, conclusion. Quand on fait le bilan des 4 secteurs que j'ai abordés, commerce, c'est-à-dire économie, militaire, religieux et culturel, que peut-on en retenir? Sur le plan commercial, vous avez vu que les échanges n'ont jamais arrêté en Méditerranée, même si au Haut Moyen-Âge, ils ont connu une phase assez marquée d'ailleurs d'atonie, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose, mais ils n'ont jamais été complètement stoppés. Ils reprennent à partir du XIe siècle très nettement grâce aux Italiens qui vont dominer, en particulier les Vénitiens, la Méditerranée orientale jusqu'au XVe siècle. Donc, on peut dire que le commerce a toujours été un élément positif dans les échanges. Maintenant, sur le plan militaire, par définition, qui dit militaire dit conflit, guerre, et là, évidemment, on ne peut pas dire que les échanges ont été particulièrement positifs.
Pendant le haut Moyen-Âge, les Byzantins craignent, et à juste titre, la menace arabe, la menace musulmane. Ils parviennent à repousser les Arabes à 2 reprises. Vous vous souvenez des sièges du 7e et du 8e siècle de Constantinople. À la fin du Xe siècle, ils ne sont même pas revenus à reprendre la Crète. Et finalement, la menace pour les Byzantins va plutôt venir de ces croisés qui sont pourtant leurs frères de religion. Je pense à la 4e croisade, celle de 1204. Pour les musulmans, là bien sûr, dans un premier temps, il y a eu étonnement, surprise, et l'affaiblissement des califats au Proche-Orient n'a pas amené de riposte immédiate, et alors il a fallu attendre surtout la deuxième moitié du XIIe siècle avec Saladin pour que les musulmans se reprennent et prennent finalement Jérusalem, reprennent Jérusalem en 187. Sur le plan religieux, alors là, 2 phases. Première phase, une phase où Rome et Constantinople s'observent à distance, où il y a des conflits qui sont essentiellement des conflits théologiques, donc intellectuels, mais à partir de la 4e croisade, à partir du début du XIIIe siècle, là on passe dans une phase, je dirais, finale au sens littéral, c'est-à-dire une période où il n'est plus possible de reconstituer l'union des chrétiens. Et lorsque, en 1439, au Concile de Florence, l'empereur entouré de quelques théologiens et évêques byzantins accepte les conditions de Rome sur le plan théologique, eh bien ça ne sert à rien, parce que la population, elle, est coupée de ses élites politiques et religieuses, et a en tête essentiellement quoi? Le souvenir de cette destruction de Constantinople au début du XIIIe siècle, et pense que puisque de toute façon l'Empire est perdu, à ce moment-là Constantinople ne constitue plus qu'une ville assiégée par les Turcs, eh bien puisque tout est perdu sur le plan politique et militaire, vaut mieux encore sauver sa foi et rester fidèle à l'orthodoxie, ce qui littéralement veut dire la bonne opinion. C'est ça en grec, orthodoxie, doxa c'est l'opinion, et orthos ça vient d'un mot grec qui veut dire droit, pour donner une orthographe. Donc il vaut mieux rester dans le droit chemin, dans la vérité, plutôt que de se salir et de se compromettre avec ces latins. Enfin, sur le plan culturel, je vous ai montré que les échanges sont positifs, mais ils sont unilatéraux. L'Occident va prendre à l'Orient beaucoup de choses sur le plan scientifique, sur le plan philosophique, bientôt sur le plan littéraire à partir du XVe siècle, tant du côté des musulmans que du côté byzantin, mais cet échange, je le rappelle une fois de plus, ne sera pas des latins vers les byzantins ou vers les musulmans. Donc ici, plus pour le commerce, moins pour les guerres. Finalement, la région, il y a eu des échanges, mais ça se termine mal, puisque finalement, il y a bien rupture, même si les 2 premiers schismes dont je vous ai parlé, ceux du IXe siècle et ceux du XIe siècle, n'ont pas porté à conséquence. Là, très clairement, à partir du XIIIe siècle, là, on passe à quelque chose de négatif. Sur le plan culturel, c'est positif. Donc, vous voyez, j'ai essayé de faire un bilan des échanges et des conflits. Donc, c'est d'abord le bilan. Alors, deuxième élément de ma conclusion, c'est la postérité de tout ceci. Qu'est-ce qui va se passer après tout ceci, à partir de l'arrivée des Turcs? Je vous ai dit que les Turcs vont, à la fin du XVe siècle, alors qu'ils occupent tous les Balkans à ce moment-là, et qu'ils vont progressivement, dans la première moitié du XVIe siècle, occuper, je dirais, tout le Proche-Orient, les côtes de la Méditerranée,
méridionale, puisqu'ils vont occuper les rives de la Méditerranée orientale jusqu'à l'Algérie. Ils n'occuperont jamais le Maroc. C'est le seul État du Maghreb qui ne sera jamais entre les mains des Turcs. Bientôt, ce sont des principautés vassales qui vont s'établir dans la région d'Alger, dans l'Alger roi, dans la région de Tunis, etc. Mais, au XIXe siècle, l'Empire ottoman décline, il est sur sa fin, il porte le titre que vous avez certainement retenu lorsque vous avez étudié la question d'Orient, lorsque vous étiez en 5e, théoriquement c'est en 5e qu'on voit ça en secondaire. L'Empire ottoman est l'homme malade de l'Europe. Il va être dépecé au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et pendant cette Première Guerre mondiale, deux diplomates, l'un anglais, l'autre français, vont se partager le Proche-Orient. L'anglais s'appelle Sykes, S-Y-K-E-S, et le français s'appelle Picot, P-I-C-O-T. Et donc, à ce moment-là, c'est presque la revanche des croisés, même si ce n'est pas évidemment ça l'objectif, ce n'est pas un objectif de revanche. Eh bien, vous devez vous dire que les Français et les Anglais, c'est-à-dire les lointains successeurs de Philippe Auguste et de Saint-Louis, et d'autre part de Richard Cœur de Lion, vont se partager ces pays arabes sous forme de protectorat. La Syrie va devenir un protectorat français, incluant le Liban, c'est ce qu'on appelle la Grande Syrie. Les Anglais vont établir un protectorat sur la Palestine, ce qu'on appelle maintenant Israël, sur la Jordanie, qu'on appelle à l'époque la Transjordanie, et sur l'Irak, qu'à l'époque on appelle encore la Mésopotamie. Voilà. L'Égypte elle-même était devenue déjà un protectorat anglais, et on peut dire que l'Égypte ne va vraiment devenir indépendante officiellement dans les années 30, comme d'ailleurs l'Irak, mais c'est seulement en 1952, lorsque les colonels sous la direction de Gamal Abdel Nasser, qui va devenir président et renverser le roi Farouk d'Égypte, que l'on va pouvoir dire que l'Égypte devient vraiment indépendante. Et en 1956, c'est l'affaire de Suez. Le colonel Nasser, qui est président d'Égypte, nationalise le canal de Suez. Et à ce moment-là, les Anglais et les Français veulent défendre la compagnie de Suez. Et Suez, ça existe toujours comme banque, vous savez peut-être. D'ailleurs, si vous êtes à la Paribas, je crois que Suez est dedans aussi, sauf un part, non? Donc vous êtes à Suez sans le savoir. Donc c'est une compagnie, une banque d'ailleurs, la banque de Suez, qui existe toujours. Et donc, à partir de ce moment-là, les Anglais et les Français vont être battus, parce qu'en plus, il y a les Américains et les Soviétiques qui s'opposent à l'intervention anglo-française. Et finalement, les seuls gagnants dans l'affaire, ce sont les Israéliens qui étaient venus soutenir les Anglais et les Français et qui vont occuper, à partir de ce moment-là, la péninsule du Sinaï. Voilà. J'espère que vous avez bien retenu la manière la manière dont j'ai structuré mon cours. C'est de nouveau pour vous donner un exemple. Bien entendu, je ne dis pas de ce que vous allez faire à des premières et des troisièmes, deuxième, c'est clair, c'est pas leur niveau, mais qu'au moins quand vous préparez une leçon, vous devez avoir en tête une introduction où ça doit être clair la raison pour laquelle vous choisissez ce sujet-là, et vous essayez de montrer l'importance de vos élèves du sujet, vous montrez que ça a encore une valeur, ça a encore du sens d'étudier ce sujet, expliquer quand même le titre et les dates, ensuite développer en essayant de voir où se situent les échanges et où se situent les conflits, et enfin, dans une conclusion, quand même faire un bilan, dire ce qu'il en reste, c'est ce que j'ai fait ici, et montrer un petit peu qu'est-ce qui va venir de cette Méditerranée, de ce monde méditerranéen après le XVe siècle. Je vous montre rapidement quelques livres. Alors,
C'est bien positionné? Oui, voilà. Alors, un premier livre du grand historien français décédé en 85, Fernand Braudel, La Méditerranée, l'espace et l'histoire, les hommes et l'héritage. Du même Braudel, un livre que je fais parfois lire à mes étudiants de première année, peut-être c'était le cas de vous, ça faisait peut-être partie du choix, Les Mémoires de la Méditerranée. Ça ne faisait pas partie de votre choix l'an dernier. Bon. Alors, Les Mémoires de la Méditerranée aux éditions de Fallois. Alors là, c'est une histoire du monde méditerranéen pendant la préhistoire et dans l'Antiquité. Je vous le recommande vivement, ça se lit comme un roman, et parce que pratiquement l'Antiquité porte sur le monde méditerranéen, on est bien d'accord. Donc ça vous la peine de le lire, il a été édité en livre de poche. Alors là, ça devrait constituer plutôt, ça concerne plutôt la conclusion, mais c'est l'ouvrage de Fernand Braudel, toujours le même, qui est un passionné de la Méditerranée. D'ailleurs, il commence sa thèse de doctorat en disant, attendez, j'essaie de retrouver la phrase, voilà. Une phrase très célèbre de sa préface, page 13. « J'ai passionnément aimé la Méditerranée, sans doute parce que venu du Nord, comme tant d'autres, après d'autres. » Donc j'ai passionnément aimé, c'est une phrase célèbre, hein, que les historiens connaissent bien. Et donc la Méditerranée, le monde méditerranéen, ici je vous ai apporté, ça va pour la présentation, le tome 1, il y a 2 volumes, la thèse date de 1947, et ça concerne le XVIe siècle et plus particulièrement la deuxième moitié du XVIe siècle. Donc ça couvre la période qui suit ce que je vous ai exposé ici. Alors, de Pierre Toubert, je vous ai parlé de ce médiéviste tout à l'heure. C'est sa leçon inaugurale au Collège de France en 1993. Donc c'est la chaire d'histoire de l'Occident méditerranéen au Moyen-Âge. Il y est question de l'Espagne, de l'Italie et du sud de la France principalement. Alors, de François-Louis Gansoff, qui était professeur à Gand, c'est un grand élève de Pirenne, dans l'histoire des relations internationales, le tome 1, le Moyen-Âge chez Hachette. Alors, l'histoire des relations internationales, ça couvre quoi? Mais en fait, ça couvre non seulement l'histoire militaire, mais aussi l'histoire commerciale. Donc, ce livre vaut vraiment la peine d'être parcouru ou lu. De Philippe Contamine, l'économie médiévale chez Armand Collin, j'ai déjà eu l'occasion de vous le montrer à d'autres occasions. De Roberto Lopez, chez Aubier, la révolution commerciale dans l'Europe médiévale. Alors Pirenne, hein, je reviens, je vous l'ai montré la semaine passée aussi, hein, Mahomet et Charlemagne, publié chez Alcan. L'ouvrage a une postérité importante, on a beaucoup discuté ces thèses, en particulier Maurice Lombard. Alors, dans les dossiers d'archéologie, le numéro de septembre 2000, numéro 256, est consacré aux échanges au Moyen-Âge, Justinien, Mahomet, Charlemagne, donc vous voyez que c'est le haut Moyen-Âge, 3 empires dans l'économie médiévale. Et vous avez un portrait des 3 personnages que je viens de citer. Alors, de Jean Favier, maintenant on est dans l'économie, hein, de Jean Favier, de l'or et des épices, naissance de l'homme d'affaires au Moyen-Âge. Il y a bien sûr beaucoup question des Italiens. d'Ivray-Noir, là vous connaissez certainement, les hommes d'affaires italiens du Moyen-Âge, puisque plusieurs d'entre vous l'avaient choisi pour être présenté le jour de l'examen. Alors, de Carlo Cipolla, le poivre moteur de l'histoire, du rôle des épices et du poivre en particulier dans le développement économique du Moyen-Âge. Alors, ça coûte 1,50 €, l'esprit frappeur, et c'est un grand historien italien. Voilà. Alors, de Frédéric Lehn, je crois que c'est un Américain, Venise, une république maritime, chez Champ-Flammarion. Je l'avais un petit peu là. Alors, maintenant, concernant la guerre. La guerre au Moyen-Âge, dans la collection Nouvelle Clio, par Philippe Contamine. Oui, mais je crois qu'il faudrait peut-être bouger un petit peu l'objectif, parce qu'il est tout à fait désorienté. Non, le mettre vers moi. Voilà, c'est gentil. Alors, sur les croisades, vous en avez des masses, hein, des tonnes. Moi, je vous apporte ici, en Marabout Université, celui de Pierre Wilmar, mais vous en avez beaucoup d'autres.
Alors, un numéro des collections d'histoire, c'est le numéro 4. Donc c'est un hors-série. Le temps des croisades. Alors, de Kantorowicz, une biographie de Frédéric II, dont je vous ai parlé. Vous vous souvenez de Frédéric II? Il y a deux œuvres ici dedans. Il y a l'empereur Frédéric II, il y a les deux corps du roi. Voilà. Donc c'est en quarto. Alors une autre biographie d'un personnage dont je vous ai parlé, c'est celle de Saint-Louis, Louis IX, par Jacques Le Goff, chez Gallimard. Alors là, il y a près de 1000 pages. Hein. Il faut évidemment être courageux, mais c'est très bien fait. Alors, le Proche-Orient médiéval de Dusselier, Kaplan et Martin, chez Hachette. Alors cet ouvrage met en lien l'histoire de Byzance, l'histoire des Latins qui vont dans ces régions-là et l'histoire de l'islam. Donc c'est un ouvrage très intéressant, tout à fait, qui rentre tout à fait dans le cadre de mon propos d'aujourd'hui. Des deux sourdelles, je crois que c'est Dominique et Janine, je vais vérifier. Dominique et Janine, c'est ça, La civilisation de l'islam classique, chez Artaud. Alors, de Robert Mantran, L'expansion musulmane 7e, 11e siècle, aux presses universitaires de France, dans la collection Nouvelle Clio. Alors, Byzance et le monde orthodoxe, chez Armand Collin, d'Alain Dusselier. La civilisation byzantine en Artaud de André Guillou. Et alors un ouvrage qui est pas mal du tout, dans la collection Autrement, Constantinople 1054-1261, je vous ai dit à quoi correspondent ces deux dates tout à l'heure, Tête de la chrétienté, proie des latins, capitale grecque. Alors, je termine avec des ouvrages qui concernent l'histoire intellectuelle de Philippe Wolff. Histoire de la pensée intellectuelle, tome 1, l'éveil intellectuel de l'histoire en point. D'Étienne Gilson, alors ça c'est un ouvrage plus ancien, La philosophie au Moyen-Âge, tome 1, petite bibliothèque Payot. La philosophie du Moyen-Âge d'Émile Breillet. Alors si je vous montre les ouvrages, c'est évidemment en lien avec ce que j'ai expliqué aujourd'hui et l'influence d'Avicenne, Averroès pour les commentaires et les traductions. Alors, d'Alain de Libéral, La philosophie médiévale en presse universitaire de France, que sais-je. Et enfin, pour terminer, de Reynolds et Wilson, d'Homère à Erasme, la transmission des classiques grecs et latins, entre autres par les bibliothèques, par les Byzantins. Voilà, c'est publié aux éditions du CNRS. J'ai dit